pourquoi on souhaite lancer un podcast? Moi, je trouve qu'il y a des voix qui sont mal représentées dans le paysage. J'ai l'impression que la culture, elle est principalement décliniste, qu'on a l'impression qu'on est sur la fin d'une ère, l'impression que le monde court à sa perte. Et pourtant, si on regarde la data, c'est tout l'inverse. Et je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a une correction, en fait, qui est importante à apporter aujourd'hui dans le paysage audiovisuel. Et ça manque vraiment, vraiment. Et je pense que c'est ce qu'on aimerait faire avec ce podcast, en tout cas. Enfin, moi, personnellement, c'est la contribution que j'aimerais apporter. J'imagine que vous avez tous des goals un peu différents. Donc, Martin, quel est ton goal, toi? Bah, mon goal, part un peu du même point que Tim, savoir que je trouve qu'il y a une défiance assez forte et dont j'ai l'impression qu'elle augmente face à la technologie et que il y a un rôle à prendre sur l'éducation technologique auprès je pense du grand public, pas forcément que des gens qui bossent dans la tech. Et j'aimerais bien y contribuer au-delà des quelques discussions que je peux avoir avec mon entourage. Et ça fait longtemps que je cherche une plateforme pour m'exprimer. Et cette plateforme, c'est un peu toi, Ben, parce que voilà, c'est pas quelque chose que je me sens de faire tout seul. Et avec l'ajout de team en plus, je suis je veux dire, j'ai à la fois un petit peu d'appréhension sur ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir le faire, mais aussi je suis super excité de pouvoir essayer de commencer ça et partager ça avec vous, quoi. C'est un peu la même chose pour moi en fait. Depuis ces 7 ans qu'on se connaît là, chaque fois que je vous ai lu ou parlé avec vous, Tim, toi je t'ai beaucoup lu sur Twitter en fait pendant des années. On a un peu parlé au téléphone une ou deux fois entre temps. Martin, on a énormément parlé tout le temps. Et à chaque fois en fait que je suis avec vous deux ou que je vous lis, je suis en mode mais c'est tellement passionnant. J'aimerais tellement que plus de personnes puissent entendre cette parole que je trouve éclairante pour ma part en tout cas et qui fait du bien à entendre et qui va un peu à contre-courant de ce qui peut se passer aujourd'hui dans la culture mainstream sur la tech et sur les potentiels futurs de ce monde. Et voilà, et j'aime bien, Tim, t'as partagé un petit truc dans le Notion, là t'as partagé une parole de Boyan Boyan Slat, Slat. qui dit, je te laisse le citer. Boyan Slat, qui est le fondateur de Ocean Cleanup, qui nettoie l'océan, il a tweeté « Create the things you wish existed ». Et je pense que c'est ça. Ce podcast, on a identifié quelque chose qui manque dans le paysage. Et du coup, on a décidé de le faire nous-mêmes. Parce que personne ne le fait. Voilà, fort de vos deux points de vue que je trouve toujours passionnants, ça m'a semblé hyper pertinent de faire ce podcast avec vous deux, les gars. Avec vous deux, et dans l'avenir, des intervenants aussi qui seront là aussi. On va pas tourner toujours qu'entre nous trois. Il y aura des gens qui viendront renouveler les idées, les pensées et plein de choses. Enfin bref, ça va être assez passionnant. Je propose qu'on se présente assez rapidement pour qu'au moins les gens savent à qui on a affaire. On va commencer par ma droite. Martin, je t'en prie. Qui es-tu ? Eh ben Martin, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années et j'ai j'ai créé plusieurs business de services dans la tech qui s'appelle Source Paris et un fonds d'investissement qui s'appelle Source Ventures qui évolue aussi dans le même milieu qui a vu naître ma première entreprise, à savoir la tech. Yes, Tim. Je suis entrepreneur aussi. J'ai fondé un studio de jeux vidéo à Londres. Et on essaie de créer de l'art qui est optimiste, qui nous aide à comprendre le monde, où on va, d'où on vient, et où on en est aujourd'hui. Stylé. J'ai pas dit stylé pour toi, Martin, mais j'en pensais pas moins. Stylé aussi. Et moi, j'ai été freelance une grosse partie de ma vie dans le développement front-end. Puis, j'ai eu une activité de youtubeur en parallèle. Et aujourd'hui, je suis youtubeur à temps plein. Et donc, créateur de contenu et tout ça. Et j'ai un business à côté. Je développe un SaaS. J'ai lancé ma chaîne YouTube au moment où j'ai rencontré Martin et que je travaillais pour Martin. Et Martin m'a fait rencontrer Tim peu de temps après. Il y a 7 ans maintenant, en fait. Et en 7 ans, il s'en est passé des discussions, il s'en est passé des débats passionnants, passé des tonnes de choses. Et on a en fait alimenté une sorte de pensée un peu commune, un peu dans la même direction, sur la tech. Et on aimerait en parler aujourd'hui, en fait, avec vous tous, dans ce podcast, il me semble. C'est bien ça, les amis, non ? On veut lancer un podcast aujourd'hui. J'en ai bien peur. C'est le but, ouais, il me semble. Ouais. Vous pensez qu'on va aborder quel genre de thématique dans ce podcast, en gros ? Un peu en l'air, comme ça, un peu en vrac. Un truc que j'aimerais bien aborder, qui est un truc qui me dérange beaucoup, qui est ce qu'on appelle l'heuristique de la peur.
qui est généralement de voir les changements de société, de technologie comme étant forcément négatifs. C'est un prisme, c'est une manière de voir les choses et qui a son intérêt, mais qui n'a d'intérêt que s'il est contrebalancé par l'inverse, à savoir quels sont les effets positifs. Tout n'est que finalement qu'équilibre, que balance. Et ça, cet équilibre-là, dans la parole, dans les médias, la parole publique, les médias, les politiques, on le sent pas beaucoup. Tu vois, cet équilibre-là. Et ça, c'est sur des trucs sur lesquels j'aimerais beaucoup bosser avec vous, quoi. Nickel. Ouais. Et toi, Tim? Pour moi, c'est important qu'on réapprenne à aimer l'humain, à aimer la civilisation et à comprendre un peu la sagesse du système tel qu'il est. C'est-à-dire qu'avant de vouloir tout péter et tout déconstruire, je pense qu'il faut comprendre un peu pourquoi les choses sont comme ça et quels ont été les processus émergents qui nous ont amenés là où on en est là, aujourd'hui. Pour moi, j'ai envie de parler de l'humanité, j'ai envie de parler de la civilisation, j'ai envie de parler de la technologie. Je pense que l'humain est un être technologique de façon inhérente. Et j'ai envie d'en parler sous un angle avec de la gratitude. Voilà, c'est ça que je suis le mot que je cherchais, puisque c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. On a tendance à voir le passé avec beaucoup de critiques. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre de là où on vient et pour vivre aujourd'hui de façon un peu plus relaxée, comprendre un peu mieux où est-ce qu'on en est et comprendre un peu mieux où on va. Et donc voilà, pour moi c'est humain, technologie, civilisation et de façon large. Et technologie, c'est beaucoup plus large que la caméra qu'il y a là ou Discord ou quelque chose. Mais on reviendra là-dessus. Bien sûr. Effectivement, moi je t'ai lu sur Twitter toutes ces années là sur de très nombreux, sur un spectre qui couvre ce que tu viens de dire, mais très très large, qui va des IA à l'art, en passant par je sais pas quel bouquin que tu as lu ou quoi que ce soit. Enfin, il y a vraiment des tonnes de choses. Et donc ça va être assez intéressant de brosser tout ça. C'est pour ça que tu sais, sur ma bio Twitter, il y a Atom, Bit, Mime, tu vois. Ouais. Et ça représente les intérêts, en fait. Pour moi, le monde des atomes, le monde réel, physique, qu'on peut palper, il est fascinant et il est important de l'étudier, mais il y a aussi les bits, qui est la technologie moderne qu'on a aujourd'hui et qui permet d'échanger de l'info à travers le monde. Et puis on a les mèmes, qui sont ces unités de culture qui se transmettent de cerveau en cerveau. Une idée est un mème, le français, comme en tant que langue, est un mème. Toutes les philosophies, toutes les idéologies, toutes les œuvres d'art sont des mèmes. Et donc, pour moi, effectivement, c'est pour ça que lorsque l'on couvre ces sujets-là, on couvre quasiment tout dans le monde, en fait, et tout est intéressant. Voilà. Mais pour moi, c'est important de ne pas faire un podcast qui est particulièrement partisan. On ne fait pas un podcast, à mon avis, enfin, en tout cas, dans mon opinion, c'est pas particulièrement politique. C'est quelque chose de plus contextualisé, de plus large. C'est plus, voilà. Pour moi, on est plus dans la philosophie. Ouais. Mais oui, et justement, moi j'aime bien avec vos deux profils que je trouve assez complémentaires. Tu aimerais intervenir? Oui, allez, Alcool, on levait la main. Toi, tu faisais des bruits comme ça dans ton micro, dans l'oreille de ta professeure, tu venais de lui faire des bruits de baffe dans son oreille, là, comme ça. T'étais déjà creep comme ça, dès ton plus jeune âge, Martin? Vas-y, je t'en prie, la parole est non, parce que je vous sentais un peu tendu et Tim amenait une avec sa voix, tu vois, ça devenait vraiment, il y avait une tension qui montait, tu vois. Et je me suis dit qu'il fallait que je désamorce tout ça. Et ça me fait penser à un truc par rapport à notre podcast justement, ce que dit Tim, c'est assez profond, deep, tu as quelque chose tu vois, qu'on peut tirer énormément. Et du coup, comme on n'a pas de nom, je me suis dit deep tech, deep talk. Je me demande s'il n'y avait pas un truc à faire avec ça. Mais bon, c'est juste une petite parenthèse qui me vient là et que j'aurais oublié si je vous l'avais pas partagé à cet instant-là. Non, tu fais bien, parce qu'on en parlera un tout petit peu plus tard, mais pour l'instant, oui, le podcast n'a pas encore de nom. Il y a des pistes, mais c'est peut-être justement en discutant comme ça, tous les trois ou avec vous, que le nom va tomber comme ça tout naturellement. Probablement que Martin nous le notifiera en sirotant son verre une nouvelle fois. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nom, quoi. Voilà. Et moi, justement, avant que tu me coupes de la sorte, Martin, j'allais dire que justement, je suis très content de faire ce podcast avec vous deux, qui avez des profils assez complémentaires. Toi, Martin, tu as la vision vraiment
très business, même si Tim, toi aussi, t'es entrepreneur, parce que c'est une sacrée aventure, hein, de faire un studio de jeux vidéo. Toi, Martin, t'as le côté business, VC, etc., qui est super intéressant aussi. Et puis même, t'as monté une boîte qui est trop cool, par laquelle je suis passé. T'as encadré des gens, tu sais ce que c'est de travailler avec de l'humain et tout. Donc t'as tout cette connaissance-là du patron d'entreprise qui est super intéressante aussi. Et il y a ma connaissance à moi, là, au milieu de tout ça, qui est encore différente, qui est une connaissance d'électron libre un peu, qui a passé sa vie à voyager, à faire du freelancing à droite à gauche, etc. J'ai jamais trop travaillé pour une boîte en particulier, bien définie. J'ai toujours fait des business de mon côté, que ce soit de la musique, puis après du YouTube ou quoi que ce soit. Et voilà, j'ai ce côté un peu électron libre, un peu... pas sauvage, mais bref, qui peut être aussi complémentaire dans cette discussion. Et le point qui est intéressant, qui nous relie un petit peu tous les trois, Martin, tes bruits de bouche, tu les gardes pour toi une demi-seconde. Le point qui est intéressant, c'est qu'actuellement, on a cette vie, on est tous les trois expatriés en fait. Ça aussi, c'est un point Oui. qui est intéressant. On regarde peut-être un petit peu ce qui se passe dans notre pays d'origine avec une petite distance. Et cette distance-là, moi je trouve elle transforme mon point de vue énormément en fait. Complètement. Oui, je suis d'accord avec toi. On a un angle complètement original parce que on voit le monde étranger comme des arrivants. Moi, pour le coup, je suis à Londres et forcément, je suis pas un Londonien ou un Anglais à la base, donc j'arrive par ce monde de la France, mais du coup, je suis plus vraiment chez moi en France non plus, donc j'ai un angle sur la France qui est assez particulier maintenant aussi. Et j'imagine que c'est ça qui rend intéressant pour tous les trois ce qu'on a à dire, c'est que, à mon avis, on a des opinions et des angles de vue, des angles d'attaque même, j'ai envie de dire, sur les différents sujets qui sont, à mon avis, n'existent pas trop dans la scène actuelle. Tu veux, on a des business qui nous poussent, en fait, qui nous permettent une indépendance, une liberté d'action, je vais pas dire totale, mais qui est très grande, qui nous permet de beaucoup voyager, de voir plein de choses, d'avoir du recul sur ce qui se passe dans notre pays. Mais au-delà de ça, c'est un peu un style de vie. C'est un des thèmes que je sais qu'on aimerait aborder puisqu'on a déjà parlé, qui est le thème de l'individu souverain. Euh, et, euh, et c'est quelque chose qui nous rassemble pas mal, qui fait que on a malgré notre éloignement géographique, on a un rapprochement en termes de style de vie, de manière de penser, et au final, je me sens pas particulièrement loin des gens comme vous, parce qu'il n'y a pas que nous dans cette situation. Il y en a plein et de plus en plus, et c'est quelque chose qui est assez cool parce que c'est une situation qu'on peut partager avec des gens qui sont pas français non plus. Les amis, je vous propose qu'on passe un peu comment dire, au gros morceau de ce podcast parce qu'on parle de tech depuis le début. On dit qu'on va parler beaucoup de tech pendant ce podcast et tout. Et le thème aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la tech dans un premier temps. On va essayer de définir qu'est-ce que la tech parce que avant, effectivement, Tim, tu disais ça très bien l'autre fois. Avant de parler de quelque chose, il faut le définir. Et donc, si on veut faire un podcast sur la tech, il va falloir un petit peu donner notre définition de ce terme. Et après, on verra aussi la tech par le prisme de l'optimisme. Parce que, comme on a pu le montrer un petit peu jusque-là, on essaie de voir tout ça par un prisme pas trop dark. Pas le prisme qu'on retrouve dans la mainstream, quoi. Souvent. Oui, parce que dans la culture, la technologie est souvent dépeinte comme quelque chose de dangereux. La première idée qui nous vient, c'est comment ça peut mal tourner dès qu'une nouvelle tech arrive. Et du coup, d'où l'intérêt, je pense, d'apporter un contrepoint à tout ça. Et donc ça, j'aimerais faire donc via ce podcast, mais aussi tout simplement via le jeu que je travaille, que j'essaie de créer avec mon équipe, où on se demande aussi qu'est-ce qui pourrait bien se passer avec cette tech, de quelle façon elle pourrait améliorer notre vie. Et je pense que c'est intéressant quand on mappe le futur, de mapper forcément les mauvais points et aussi les bons. Et donc d'avoir une sorte de coupure de la société qui est assez précise et assez fair. Voilà, c'est assez important. Donc pour moi, la technologie, je sais pas si tu veux que je me lance directement là-dedans, mais Vas-y, fais-le. Pour moi, la technologie, c'est simple. C'est absolument pas, comme je disais, une question du dernier matos qu'on a sous la main, de ses micros, de ses caméras. La technologie, c'est
le simple fait, par exemple, qu'on n'ait pas de poils et qu'on utilise de la fourrure qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est l'externalisation des fonctions humaines. C'est-à-dire qu'il y a des tas de fonctions qu'on n'a plus besoin de faire dans notre propre corps. Et par exemple, lorsqu'on s'est mis à faire du feu, d'un coup, on peut se chauffer. D'un coup, on peut cuire notre alimentation, qui fait qu'on n'a plus besoin d'avoir un système immunitaire ou un système digestif aussi complexe, aussi costaud. C'est pour ça que les chiens peuvent manger des choses moisies, mais nous, on est hyper délicats sur tout ça, parce que notre estomac, c'est calibré par rapport au feu. De la même façon, on n'a pas de grands crocs, on n'a pas de grandes griffes, on se sert de couteaux ou de pierres qu'on a taillées ou d'os qu'on a taillés. Donc depuis toujours, on a externalisé des fonctions grâce à la technologie. Pour moi, le moment où on a inventé des outils, le moment où on a sorti des choses comme ça de nos fonctions, eh bien, on a pu commencer à s'optimiser. On a pu commencer à se dire, tiens, pas besoin d'avoir de la fourrure tout le temps. D'un coup, je peux utiliser les poils à la demande. L'hiver, je me rajoute. L'été, je l'enlève. Il fait chaud, il fait froid selon le soir ou le matin. On peut ajuster. Voilà, c'est ça la technologie pour moi. Et donc, la technologie va beaucoup plus loin, évidemment. La technologie, c'est aussi le langage, c'est aussi l'argent, la civilisation, la justice, des choses comme ça. Pour moi, ce sont des technologies humaines qui nous permettent de s'organiser à très très grande échelle, bien plus que tous les autres animaux finalement qui ne sont pas des animaux technologiques. Voilà, si l'humain peut s'organiser à l'échelle de plusieurs milliards, c'est grâce à la technologie. Martin? Ouais, mais pour apporter une manière très légèrement différente de voir les choses de Tim, c'est que la technologie, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir comme un changement de paradigme. C'est-à-dire que si on prend par exemple la découverte de la poudre, avoir découvert la poudre, c'est quelque chose qui a complètement oblitéré, annihilé des investissements énormes dans les armures de chevaliers qui défendaient des forts, etc. Du jour au lendemain, des paysans pouvaient se cotiser et s'équiper d'un mousquet. Et un mousquet, face à un chevalier, c'est assez clair. L'armure, elle vaut, je sais pas moi, 100 000 francs de l'époque. Le mousquet, il en vaut 10. Et donc du coup, ça a complètement changé, mis au rebut toute une technologie qui était la technologie des armures, toute une logique de société organisée autour de fiefs, de chevaliers. Et en fait, la technologie, c'est ça, c'est des changements de paradigme. Ce qui est mauvais, c'est que on va se passer ou on va mettre à la poubelle tout un tas de choses qu'on faisait avant. Et ce qui est bon, c'est que ça libère une partie, en l'occurrence là, par exemple, les paysans dans mon exemple, du joug d'une oppression, mais ça peut être autre chose. La technologie, ça peut être quelque chose qui libère complètement. Ou qui a des effets side, par exemple. La conquête spatiale, ça a largement amélioré les moyens des dentistes, par exemple, qui ont bénéficié de tout un tas de technologies. Alors, j'ai pas la liste là, mais dans les implants dentaires, dans les matières, etc. Le téflon que vous avez dans les poils à cuire, c'est la conquête spatiale. Donc, en fait, la technologie, c'est quelque chose qui se répand, qui s'étend et qui modifie en profondeur les sociétés, parfois dans la violence, parfois dans l'indifférence. C'est un peu les deux exemples que je prends là. Exemples qui sont pas très accurate. Hein. J'attends les professionnels du Moyen-Âge me dire mais non, c'est pas comme ça, le mousquet, machin, c'est pas le bon terme, mais comprenez l'exemple. Donc on peut voir les choses aussi comme ça. Moi, je suis sûr que tu as pris cet exemple du Moyen-Âge parce que tu voulais à tout prix caler le mot mousquet. C'est vrai que c'est pas mal. Quand tu l'as sorti, ça impressionne. je me suis dit, mais quelle Ça se trouve, technologie! c'est pas du tout le mot, la première arme à feu. C'est D'ailleurs, peut-être pas du tout ça. Je sais pas, j'ai même pas checké. non, mais pour rebondir là-dessus, c'est marrant par exemple que l'invention de l'étrier, c'est quelque chose qui a complètement remodelé la civilisation, puisque d'un coup, il a fallu organiser la société autour de chevaliers, effectivement. Donc de gens qui avaient des chevaux, qui avaient des étables, qu'il fallait toute une équipe qui s'occupe des fers qu'il fallait mettre sur les chevaux, des selles. Donc tout un tas de métiers naissent autour du cheval, et il a fallu structurer ça, et souvent on s'est retrouvé avec les seigneurs, leurs châteaux et leurs chevaux et leurs chevaliers. Et c'est assez intéressant, comme c'est ça qui nous a emmené vers, comme tu dis, un vrai changement de paradigme dans la société, quoi.
Et donc, Petite intervention, pardon, de juste là à l'instant de mon IA préféré qui me dit que je suis une merde parce que en fait c'est le canon à main, la première arme à feu qui n'est jamais existé. Voilà, Et un pardon. mousquet, qu'est-ce que c'est? C'est un pistolet aussi? Je sais pas trop. Un mousquet, moi j'ai l'impression que c'est un outil d'escalade, tu sais. Donc là, ça se trouve, Bref. premier podcast, définition de la tech. Qu'est-ce que la tech? Ah bah c'est un mousquet. On est dans la sauce directe grâce à toi. Bon, bref, les professionnels de l'armurerie, vous nous dites ça dans les commentaires. Qu'est-ce qu'un mousquet? Mais vous êtes parti vraiment loin sur la définition de c'est quoi la Aïe. tech. Non, 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 mais enfin c'était très stylé. Mais on est parti sur la tech, c'est aussi la conquête spatiale qui remodélise les choses, qui remodélise les dentistes et tout machin. Mais ouais, pour vous, la tech, c'est ça. Moi, la tech, j'avais marqué un petit peu, je m'étais noté, c'est la manifestation tangible de l'évolution humaine, en fait. Je sais pas si ça vous parle. Tim, tu as dit un truc qui s'apparentait un petit peu à ça, je pense, tout à l'heure. Donc voilà, j'étais content de me rendre compte qu'on avait un ouais, petit point commun. bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est très bien. Changement de paradigme, évolution humaine, ouais, on est dedans, c'est tout à fait ça. La tech, ouais, moi aussi. Alors, au-delà de tout ce que vous avez dit, pour moi, la tech, c'est aussi le monde un petit peu de l'espoir. C'est un peu les fantasmes aussi. Euh, c'est un peu aussi ma vie, mon gagne-pain. C'est beaucoup de choses, en fait, la tech aujourd'hui. Bah, alors, si on est optimiste, oui. Si on est optimiste, on se dit, il y a de la tech. Et la tech, même quand elle arrive, la tech, il y a moyen d'être dedans au tout début, et donc de faire partie de ceux qui l'apportent aux autres. Et là, il y a un coup à jouer systématiquement, et donc, d'où le fait que tous les trois, on bosse dans de la tech. Mais la tech aussi, je pense pour beaucoup de gens, ça fait peur. C'est une vague qui arrive, Voilà. euh, C'est ce que j'avais dit c'est aussi. C'est une boîte noire terrifiante c'est de la pour beaucoup. disruption, c'est du changement de ce qu'on connaît. Ouais. Et donc, la réaction par défaut de ce qu'on connaît pas, c'est la peur. Et donc la tech, je pense que, Et ce qui est ouais, quand normal, t'es jeune, ce qui est c'est un pas normal, point, tu vois, c'est parfaitement normal bien que ta sûr. première réaction face à la technologie, notamment quand tu n'y contribues pas de près ou de loin, d'en avoir peur. Et en plus, parce que souvent, si tu maîtrises pas la nouvelle technologie qui Ouais. arrive, en l'occurrence, par exemple, si elle vient disrupter ton métier à toi. Il y a eu énormément de disruptions à l'ère de l'industrialisation, quand les machines sont arrivées. Les gens qui tannaient à la main se sont vus prendre leur travail par des machines et des gens qui opéraient ces machines, qui les fabriquaient. Bah, ça donnait du travail à d'autres et ça permettait un labeur moins difficile. Mais pour ceux qui avaient fait le refus, enfin c'est pas un refus, mais qui ne s'étaient pas intéressés et qui la refusaient en bloc, eh ben c'était double peine parce que t'as plus de boulot et en plus t'es pas formé aux nouvelles technologies qui pourraient te permettre de faire ton travail de manière beaucoup plus facile, tu vois. Et ça, c'est un point, je pense, qui est important, hein. Enfin, c'est des éléments, enfin, ce que j'aimerais faire passer, c'est que c'est hyper crucial, en fait, d'apprendre à appréhender la technologie, les nouveaux outils. Et ça commence d'abord par de la curiosité. Et je sais que tous les trois, on est hyper curieux. Et c'est quelque chose que j'aimerais, comment dire, restituer, tu vois, à l'audience de ce podcast, tu vois. Pardon, du coup, je t'ai coupé et à mort, mais voilà, désolé. Non, non, pas de souci, t'inquiète. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Évidemment, quand je dis que les gens ont peur, c'est pas un jugement dessus, je ne fais que décrire une réaction qui pour moi est normale. Mais je pense qu'on peut très vite aborder ce sujet-là. De toute façon, on arrive tranquillement vers ce qu'on avait prévu, il me semble, dans la feuille de route. Ouais. Mais pour moi, comme d'habitude, un outil à la base est relativement neutre. Enfin, une nouvelle technologie en tout cas est neutre, hein. On peut commencer avec le feu, on peut s'en servir pour chauffer ou cuisiner ou faire cuire. On peut s'en servir pour foutre le feu aussi à la hutte du voisin. Un os taillé, on peut le servir pour effectivement faire des vêtements ou construire des choses. On peut s'en servir pour poignarder quelqu'un. Tous les outils ont un double usage et donc pour moi la responsabilité, effectivement, n'est pas c'est pas la responsabilité, je dirais, mais la technologie n'est pas en soi morale ou immorale. Pour moi, le jugement de valeur revient à l'utilisateur. C'est ce que l'on fait de cette technologie, c'est l'utilisateur qui, pour moi, porte le fardeau et la responsabilité. Donc c'est quelque chose de très important parce qu'on arrive à l'ère de l'IA et l'IA, justement, c'est peut-être le premier outil
qui s'affranchit de l'utilisateur. C'est peut-être le premier outil qui va pouvoir travailler sans que quelqu'un derrière le manipule, donc c'est assez fascinant. Mais on en reviendra là, un de ces quatre. Ouais, On a ça peu sera. découvert avant. Je pense que les IA, on va pouvoir le traiter sur un épisode, enfin sur 15 épisodes à part même. Effectivement. Avant de passer à la tech par le prisme de l'optimisme, Martin, j'ai une question pour toi. Est-ce que le mousquet ne serait pas responsable de la technologie du mousquetaire? Est-ce que mousquet et mousquetaire, ça vient du même truc? Je pense que c'est la même racine, en effet. Mais attention, c'est peut-être pas le cas. Et tu penses Je nous demande à mon le confirmer ou tu vas t'arrêter là Oui, comme oui. ça? Je confirme, attends. Je pose la Mousquet. question à Nova. Nova, qui est mon IA préféré. Et oui, le mousquet et mousquetaire partagent la même racine. Bravo Benjamin, 16-18e siècle. Voilà, tu y es, très Ça très m'est bon. venu en nous Bravo regardant Ben. tous les trois là parler. Je me dis qu'est-ce qu'on est beau, qu'est-ce qu'on ressemble à trois mousquetaires. J'ai dit non. Ah, mais c'est Mousquet, bon, on a le nom du podcast. Trois belles moustaches. Les trois mousquetaires. Ah, ça y est, on Les est. mousquetèques, Les mec. mousquetèques. Here we go. C'est les mousquetèques. Nous l'avons. On le tient. Les mousquetèques. Ah, c'est hyper grave. Non, par contre, Attends, non, plus mais sérieusement, je voulais mousquetaire, rajouter. j'aime beaucoup, mais on va nous prendre pour les plus grands pignolos de la Terre si on s'appelle les C'est mousquetaires. vrai que Oui, c'est le crime peut-être total. parce que c'est le cas, tu vois. Peut-être parce qu'on est vraiment des pignolos. Et surtout, Mais attends, bah, pour dire à quel point ça peut bien coller. Les mousquetaires, on est d'accord, ils sont trois, et parfois il y a un quatrième qui débarque là, non? Balthazar ou Melchior, ou je sais pas comment il s'appelle. ça, c'est Athos, Porthos, Aramis et le quatrième mousquetaire, Ben, je crois que c'est que dans un dessin animé pour enfants. Oui, mais c'est ça, je crois que je, c'est Ah ça. ouais? je suis pas sûr. Bon, ben je me dis quand Et- même que si on a des invités parfois, ce qui est quand même la volonté de ce podcast, eh ben on a le quatrième mousquetaire du dessin animé. Mousquetec. Bon, c'est ignoble. Ce terme est ignoble, mais je l'aime beaucoup quand même. Bref, bonne trouvaille. Bravo, travail d'équipe, c'est bien. Mousquetec. Et, et donc oui, en effet, il y en a quatre, Ben, mais le dernier mousquetaire, c'est D'Artagnan. Et attends, tu me dis que tu Euh, utilisais quoi comme IA? Tu arrêtes pas de répéter en boucle, on dirait que tu veux faire un placement de produit depuis non, tout à l'heure. Donc c'est quoi? non, C'est Oda? non, c'est Nova, mon IA. Tu Je l'ai connais appelé Nova. Tu Et veux je un lui petit ai peu. juste donné un nom, en fait. Ah, Mais sinon, c'est juste ChatGPT, les gars. d'accord. Bah non, mais je sais pas, il y en a tellement moult que ça se trouve, t'en as trouvé une qui Tu est as pas donné un extraordinaire. nom à ton IA, toi? Non. Ah ouais? Il y a que moi, en fait, qui fait ça. Mais Non, En genre, fait, je suis cringe. t'es allé Je suis t'es allé dans cringe, les quoi. options, tu lui as dit tu t'appelleras Nova et tu Nova. répondras. Oui. Ouais. Ok. Bon, Écoute, bref, tant pis. t'es bizarre, mais on va pas te juger. Ouais, ok. Mais désolé. Par contre, je voulais revenir sur un truc par rapport à ce qu'on disait sur la tech, les changements technologiques. Un truc qui est d'autant plus important aujourd'hui de comprendre, c'est que les innovations de rupture, leur rythme, il s'accélère. C'est-à-dire que l'agriculture, ça a peut-être mis 50 000 ans. Les sociétés organisées autour des religions, ça a peut-être mis 10 000 ans, je vais dire n'importe quoi en termes de chiffres. Mm. Puis, petit à petit, plus les changements, les innovations de rupture se succèdent, plus exponentiellement le temps entre deux innovations de rupture se réduit. Et là, on est dans la phase qui est complètement exponentielle, où en fait, les innovations de rupture, regardez, on a eu depuis les années 60, ça s'accélère. Il y a eu d'abord le Minitel, puis très vite Internet, puis ensuite, il y a eu à l'intérieur d'Internet des déclinaisons de rupture avec les réseaux sociaux qui ont complètement disrupté les médias aujourd'hui. Et puis maintenant, on voit l'IA qui arrive, et ça arrive à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que les startups IA lèvent des fonds en quantité astronomique dans des délais extrêmement courts, et les features, elles arrivent, toutes les features, pardon, les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités qu'on peut retrouver, et je parle juste du grand public, de l'utilisation basique de ces services via des interfaces homme-machine comme ChatGPT. Ça arrive toutes les semaines, tous les mois, toutes les semaines, on a des nouvelles fonctionnalités, on a des nouvelles versions de ChatGPT, de Claude, de tout ce que vous voulez, Grok et autres. Et en fait, plus ça va aller, et plus ça va être rapide. Et donc plus il me semble qu'il est important d'être
d'être à l'écoute, tu vois, alerte et curieux, quoi. Je sais pas. J'ajouterais même que ces changements de paradigme qui arrivent les uns après les autres, tu as raison, ça s'accroît en fréquence, mais ça s'accroît en amplitude aussi, parce que ces changements sont en plus des changements complètement hallucinants, existentiels. Mhm. C'est même pas c'est pas seulement mon iPhone prend des photos un peu meilleures, c'est qu'il faut bien se rappeler qu'on était petit, il fallait des caméscopes, fallait des cassettes, il fallait un magnétoscope, des conneries comme ça. Aujourd'hui, on a un device qui pèse 100 grammes, ou 150 grammes, quelque chose comme ça, de métal, qui fait à la fois caméscope, télé, tout ce qu'on veut, calendrier, etc., etc. Et c'est complètement fou. Et on manque de recul là-dessus. Je pense que ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas grand-chose qui en parle. Dans les médias, par exemple, on ne représente pas trop ce que c'est notre vie, c'est-à-dire d'avoir le cul posé 8 heures devant un ordi. Non, mais C'est assez dur, c'est pas d'accord. trop cinématographique. Et donc, ces changements sont juste monstrueux aujourd'hui. Et ouais, il est vraiment temps de pouvoir se poser un petit peu, réfléchir à ce qui est en train de nous arriver et où on va, quoi. Notamment, en particulier avec l'IA, qui est potentiellement l'invention finale de l'humanité pour moi. Donc, Mais tu avais un bon exemple, Tim, sur la manière dont les gens forment des couples depuis ouais, les années 60. Je ouais. sais pas si tu veux, Il y a un, si c'est... il y a un graphe génial qui permet de voir un graphe animé où on peut voir comment les gens se rencontrent, comment les couples s'assemblent en tout cas. Et on voit que souvent la source c'était à l'école, au travail, à l'église, au bar, à des endroits comme ça. Et ça bouge pas pendant des siècles, très peu, à peine. Et puis soudainement, Internet arrive dans les années 85, 90. Et au début, il n'y a que 1% des gens, 2%, 5, 20, brrr, et d'un coup, poum, 70% des couples aujourd'hui se Puis là, rencontrent. bam, Marc Simoncini débarque. Voilà. Il est Et on se très retrouve mythique. avec Mythic, avec Tinder, avec toutes les apps maintenant déclinées dans tous les sens, pour toutes les orientations sexuelles, pour tous les genres, pour toutes les religions, même maintenant. On en est à un stade où on a découpé ça en niche, c'est assez hallucinant. Hier, je Et voyais donc que c'était même aujourd'hui, pour les très riches. Il y avait un Tinder pour les stars aussi. J'ai vu ça hier. exact. Ouais, The League ou quelque chose comme ça, ouais. Et on en est maintenant, seulement un tiers des gens se rencontrent offline. Et voilà, c'est quelque chose de complètement hallucinant que pour moi la science-fiction n'avait pas du tout prévu, par exemple. La culture nous a pas aidé à appréhender tout ça. Il n'y avait pas un film dans les années 90 qui nous montrait des gens qui allaient se rencontrer sur Internet. Et pourtant, c'était déjà en train d'arriver. Enfin, je dis ça pour le coup, il y a eu un film, un seul film, effectivement avec Tom Hanks, il me semble. Mais dans l'ensemble, voilà, je trouve que les virages arrivent trop vite. On n'a pas le temps de les process, on n'a pas le temps de s'y mettre. Les institutions sont en retard, philosophiquement on est en retard, politiquement on est en retard, moralement on est en retard. Et non seulement on est en retard, mais en plus on est myope, on voit même pas où on va. Et je Voilà. voulais Donc, dire aussi, culturellement aussi, on est en retard parce que, enfin, on est en retard, je pense pas on est en retard, j'ai l'impression qu'on a régressé parce que moi j'ai grandi avec des œuvres cinématographiques, moi j'adore la science-fiction et tout. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il existe des œuvres originales de science-fiction, que ce soit des bouquins ou des films ou des séries, qui fassent de l'anticipation sur base de notre contemporanité. Je sais pas si ça se dit. Mais tu vois, moi je me dis, je leur jette pas trop la pierre, même si Tim, toi c'est un gros truc, un gros sujet ça et tout. Moi je me dis, bordel, à l'époque de l'anticipation, dans les années 50 et tout machin, à la limite ça évoluait pas encore très rapidement comme on a dit, enfin ça évoluait de plus en plus rapidement, mais ils avaient encore le temps d'anticiper les trucs. Là aujourd'hui, putain, on a la tête sous l'eau en permanence, t'as même pas le temps de t'adapter à ta situation actuelle que elle est déjà en train d'évoluer, donc comment tu veux anticiper la suite quand tout va aussi vite comme ça? J'ai l'impression qu'on se fait tout le temps défoncer, quoi. Eh bien, pour moi, c'est le rôle des philosophes, des penseurs, des journalistes, déjà de nous aider à préparer tout ça. C'est à eux, en fait, de voir les trends, enfin, de voir les courbes, en fait. Et si on voit une courbe, on peut extrapoler. On peut savoir quelle sera la population d'ici la fin du siècle. On peut savoir quel genre de maladie on aura éliminé plus ou moins. On peut savoir est-ce que le travail il sera comme avant ou pas, ou est-ce qu'effectivement Internet va arriver et en connectant les humains à travers le monde, l'économie va se globaliser et d'un coup le remote work devient possible. Toutes ces choses-là, et du coup travailler en dehors de son pays devient possible, comme nous trois. Donc c'est hyper intéressant. Et pour moi, ce travail d'extrapolation, je trouve que notamment les artistes, on a une grosse responsabilité là-dessus. Pour finir en 2 secondes là-dessus, en tout cas moi c'est ma vie, c'est comme ça que je le vois. C'est que pour moi, mon travail, c'est d'aller faire tout ce travail de recherche, comme une thèse. Voilà, les gens, tu le dis, ils n'ont pas le temps, effectivement, de penser à tout ça. Ils vont au travail, ils rentrent, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Et c'est complètement logique.
Donc nous, les artistes, on a cette responsabilité de pouvoir allouer des années de notre vie à des sujets, faire nos recherches, et on peut ramener ça et le condenser, en faire un nectar prédigéré en avance, et de dire voilà tout ce que j'ai trouvé. Voilà. Et ça, vous pouvez en faire une expérience pendant 2 heures, c'est un film, ou c'est un jeu pendant 10 heures. Et ça vous apprend tout ce que moi j'ai cherché pendant 5 ans. Voilà. Tout ce que vous n'avez pas le temps de faire, je peux vous l'offrir en 2 heures. Et pour moi, c'est notre rôle à ça, et c'est pour ça que je suis si, comment on pourrait dire, irrité par l'état de la science-fiction aujourd'hui, et même, je dirais, tout simplement de la pop culture. La culture populaire n'a tout simplement plus rien à dire sur ce qu'on est en train de traverser, et c'est grave. À part peut-être le film Her, par exemple, ou quelques œuvres éparses, Ouais. tu vois. Her est exceptionnel, effectivement, mais voilà, un seul film en 2014, c'est peut-être le seul qui avait prévu un truc à la ChatGPT comme on est en train de le vivre aujourd'hui, Ah, de ouf. mais c'est le seul. Et à l'époque, moi, c'était mon film préféré, j'en parlais à tout le monde et personne ne l'avait vu. Mais Ouais, personne. t'étais très pénible avec ça, mec. Je pouvais plus t'entendre. Il y a un truc que t'as dit qui m'a fait un tout petit peu tiquer. C'est très simple. T'as dit on voit les courbes, on peut capter la population, combien on sera grâce aux courbes, on peut capter combien on sera à la fin du siècle. Mais Ouais. ça justement, il l'a modifié en permanence. Cette stat, particulièrement cette stat, combien on sera à la fin du siècle, ils n'arrêtent pas de dire qu'on va atteindre le 10 milliards. Il recule de plus en plus parce que justement il y a cet effondrement démographique là qu'on n'arrive pas à expliquer d'une manière ou d'une autre. Enfin, qui est compliqué à expliquer en tout cas. Si, ça, je pense que ça s'explique. Allez, Martin, si t'as la réponse à l'univers. Il y a plein. Non, j'ai pas la réponse à l'univers, mais ça s'explique à différents stades de développement des populations. Mais si tu fais beaucoup d'enfants au début, c'est parce que tu as besoin de ces enfants. Oui. Parce que déjà, dans certains pays, et je le déplore énormément, l'espérance de vie des enfants est pas nécessairement très élevée. Et ensuite, tu as besoin quelque part de cette main-d'œuvre de foyer quand tu n'as pas accès à une énergie pas intermittente comme nous. Nous, on vit dans une société où en fait on a la lumière tout le temps, on a tout le temps. Tu vois, tu as des pays où en fait ils ont l'électricité, mais ils l'ont 4 heures par jour, tu vois. Bien sûr. Comment tu compenses, etc. Donc tu as ça, et puis ensuite tu as aussi le fait que les sociétés technologiques elles créent aussi un certain isolement, un certain stress qui fait que les gens ont plus de mal à fonder une famille, c'est plus compliqué. Tu vois, on le voit nous dans notre entourage, les couples font des enfants de plus en plus tard et de plus en plus assistés à travers la médecine et en l'occurrence la technologie. Donc merci d'ailleurs, mais ils le font pas parce que c'est le plus dans ce moment. Ils le font parce que à un moment donné, il te faut un certain niveau de vie, une certaine stabilité qui ne s'acquiert pas aussi vite qu'avant pour plein de raisons. Après voilà, là on rentre dans un truc que je ne saurais pas développer. Et d'ailleurs, c'est hyper cool d'avoir des invités là-dessus, tu vois, mais juste quand je disais qu'on ça s'explique, tu vois. On sait pas trop l'expliquer, je voulais juste dire ça parce que dans plein de pays, justement, ça devient l'incentive. On commence à vouloir aider les gens à régler ce problème de natalité là. Donc on développe des aides, on développe des politiques, etc. pour les aider. Et il n'y a rien qui y fait. Et toutes les situations... je pense que c'est de la merde, le planning familial. De toute façon, toutes les expériences qui ont été faites sur les populations pour contrôler les taux de natalité à la hausse ou à la baisse, enfin, je pense aux Chinois à la baisse, c'est catastrophique, si tu veux. Les Indiens qui castreraient les gens, enfin, c'est, tu vois, dès que tu essaies d'être dans essayer d'influer sur la cause et pas sur les symptômes, et ben tu fais des trucs horribles, quoi. Enfin, je sais pas si c'est clair. Et si Tim, tu veux Non, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est des problèmes. C'est simple, hein, je pense que pour avoir des enfants, c'est une question de prospérité. Et que, mais c'est intéressant, il y a un paradoxe intéressant. On vit peut-être dans les temps les plus prospères pour l'humanité. Ouais, c'est ça que j'allais te dire. Tu as l'air de dire justement que. C'est vrai que même si et que malgré ça, on fait de moins en moins d'enfants. Mais c'est vrai que Martin a raison sur quelque chose, c'est que dans la très grande partie de l'histoire de l'humanité, jusqu'à il y a 150 ans en gros, un enfant sur 3 mourait par défaut. Et donc à partir de là, il valait mieux avoir 6 enfants pour être sûr d'en avoir 3 ou 4 derrière. Donc voilà, c'est la transition démographique, c'est quelque chose de très connu, de très basique. Mais si tu veux, cette extrapolation de courbe, on est d'accord que c'est assez dur de comprendre quand il y a une courbe sigmoïde, tu sais, les courbes
d'un coup monte de façon exponentielle. Et effectivement, où est le point d'inflexion, à partir de quel moment ça va s'aplatir? C'est pas facile à prédire. Mais il y a des choses qu'on sait. On sait très bien que, par exemple, l'Afrique aura quasiment toutes les plus grosses villes du monde d'ici la fin du siècle. D'ici la fin du siècle, l'Afrique aura l'équivalent de 30 Tokyo. Et ça, on le sait, c'est déjà écrit, quoi. C'est en avance, c'est là, quoi. À moins qu'il y ait une immense guerre ou quelque chose qui se passe, c'est en route. On sait que le Japon, ils vont descendre jusqu'à 70 millions. Donc, à moins qu'ils se réveillent complètement là, ou qu'ils essaient de trouver une solution via l'immigration ou quelque chose comme ça, leur trend... Ils n'ont pas l'air très chauds de cette Et donc, solution-là. il va falloir, voilà, ces trends-là, on peut les explorer en avance, et puis après, elles arriveront ou non, tu vois. Mais si tu veux, la science-fiction, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle est presque nostalgique. La science-fiction, elle est presque dans le passé au lieu d'être dans le futur. C'est quelque chose qu'on voit avec Cyberpunk 2077. Ouais, c'est le fameux futur d'antan. C'est c'est ça, le rétro-futur. Il y a un truc très particulier là-dessus. C'est un futur tel qu'on l'imaginait dans les années 80, qui finalement n'est pas vraiment là. Et c'est le pas... futur à la Sid Mead, quoi. Un peu. Futur à la Sid Mead, ouais, évidemment, la vision de Blade Runner, mais qui a pas été mise à jour, quoi. Et c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour moi, la science-fiction a un rôle à jouer. À l'époque, la science-fiction, c'était quand c'était Jules Verne, quand c'était... je sais pas, on imaginait des sous-marins, on imaginait aller sur la Lune, et puis 10 ans après, ça existait. Eh ben, la transition est toute trouvée, justement, parce qu'on arrive pile poil au moment où on devait passer sur la tech par le prisme de l'optimisme. Et effectivement, t'étais en plein dedans là, Tim. T'étais en train de dire qu'avant, justement, la tech, on était trop optimiste, on voulait aller sur la Lune. Tout le monde a fait les efforts en même temps pour envoyer quelqu'un sur la Lune, et le pays dans son entièreté était tourné vers cet objectif. Donc ça a dû créer des vocations de dingue chez les enfants, ça a dû créer une sorte d'engouement Bien fou. sûr. Et ça a dû avoir un impact génial sur la génération qui a suivi, avec plein de de scientifiques ultra stylés qui avaient toutes ces étoiles dans les yeux là. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on donne une vision de la tech un peu plus morose, un peu plus alarmiste, un peu plus négative. On fait passer la tech parfois pour le grand méchant et tout. Et donc ça, je me dis que moi, ça doit réduire énormément les vocations. Ça doit les tuer dans l'œuf, les vocations. T'as complètement raison. Mais je pense qu'on le voit très bien. Regarde, depuis qu'on est jeune, enfin nous, notre génération, on a tous les trois à peu près 35 ans. Depuis qu'on est né, on vit un peu déjà dans les vestiges d'une civilisation. On a plein de nouvelles technologies, c'est pas ce que je veux dire. Hein. On a effectivement le progrès devient dingue. Mais il y a des choses qu'on a abandonnées depuis qu'on est né. Par exemple, la conquête spatiale, c'est un truc qu'on l'a abandonné jusqu'à que Musk vienne avec SpaceX et ravive un peu la flamme. Mais pendant un moment, on avait un peu arrêté d'être ambitieux. On s'était dit bon, l'espace ce sera pour plus tard, etc. Et voilà, on n'est pas allé sur la Lune depuis 40 ans. Enfin, c'est même plus que ça, il me semble aujourd'hui. Et c'est triste. Attendez, pardon, on est allé sur la Lune? Ah non, t'as raison. Arrêtez. Arrête, ne commencez pas à brouiller les pistes. Non, Martin, deuxième move que tech du nom. Autant pour moi. Arrêtez de brouiller la piste. Non, et du coup, ce qui est important en fait, c'est que si on disait aux humains de 1850 un jour on ira sur la Lune, ça paraît impossible. Et pourtant on l'a fait. Et ça montre que quand l'humain en fait désire quelque chose, on a une capacité à manifester nos désirs qui est hallucinante. Et pour ça, il faut s'autoriser à rêver, en fait. Et si on s'autorise pas à rêver, si on se dit d'avance, si d'avance on prend la position du sceptique, et ben de base, on fera rien. C'est-à-dire que si d'avance on se dit pas, jamais on aura de télépathie, effectivement, elle n'arrivera jamais. Mais en fait, la télépathie, elle arrive en inventant les ordinateurs, les communications. Et là, aujourd'hui, on est en train de faire de la télépathie. Je suis en train de vous voir à travers l'espace et à travers le temps. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent via ce podcast nous écouteront plusieurs heures dans le temps plus tard, ou voire plusieurs jours, ou des mois, ou voire des années. Donc il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Et donc c'est des pouvoirs qui sont absolument dingues qu'on a créés et qu'on a entre nos mains aujourd'hui et qui paraissent impossibles. Et donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir une position optimiste. C'est pour ça, avoir la position sceptique, c'est facile, c'est très facile d'être sceptique. On a l'air plus intelligent qu'on est sceptique. Parce qu'on est sceptique, effectivement, au moment où on l'est, la technologie n'existe pas. Donc on a l'air très intelligent de dire c'est impossible d'aller sur la Lune ou c'est impossible de faire retomber des roquettes. Tout le monde se foutait de la gueule d'Elon Musk au début quand il lançait son idée. Même la NASA était assez dérogatrice vis-à-vis de ça. Ariane, le programme français, il se foutait de la gueule de Musk. Il y a des interviews assez fascinantes de ça à l'époque où il disait que c'était pas du tout la piste à suivre.
Et bon, aujourd'hui, SpaceX envoie 90% du payload dans l'espace. Donc, ça montre que la position sceptique, Et accessoirement, il ramène aussi des gens coincés dans l'espace. Qui sont coincés à cause de Boeing, oui. Donc, ce qui est incroyable, c'est vraiment ça qui me fascine aujourd'hui, c'est que c'est dur d'être un optimiste publiquement, parce que il faut accepter de passer pour un idiot. Ah, on te donne la casquette du rêveur, on te dit mais toi t'es un naïf optimiste, quoi. Exactement, on passe pour un naïf, on passe pour un idiot, on passe pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Et la position du sceptique paraît beaucoup plus sérieuse et professionnelle. Parce que le sceptique, lui, il sait ce qui marche et ce qui marche pas. Mais finalement, tous les nouveaux paradigmes de technologie qui sont arrivés, ça a été fait par des gens qui se sont dit, il y a un truc qui n'existe pas, et je vais le manifester dans le monde, je vais le faire arriver. Alors des fois via des accidents, des fois via la recherche, mais voilà, c'est vraiment important pour moi de voir cette distinction entre ces deux attitudes, et de surtout se méfier de cette attitude un peu blasée qu'on peut avoir au début, et de tout de suite dire, ah mais voilà la façon dont ça ne marchera pas, au lieu de se dire, hey, si ça marche, c'est assez intéressant. C'est un peu fou, ça a peut-être 10% de chance de marcher, mais putain, si on le fait, il y a quelque chose. D'où le travail des investisseurs, en fait. Pour moi, les investisseurs sont ces dénicheurs, ils sont ces gens-là qui sont censés prendre des gros risques pour éventuellement avoir d'énormes retombées. Mais ils ont un vrai rôle dans la société aujourd'hui, ils sont là pour stimuler ces preneurs de risques. Et alors, finalement, c'est fou. Moi, je trouve que la position du sceptique, elle est intéressante, et elle est aussi elle est importante, mais ça serait bien que ça soit dans des proportions 50-50 à minima, ou alors 30% de sceptiques et 70% d'enthousiastes, en fait. Parce que les sceptiques, quand même, ils soulèvent des problématiques et des questions qui sont pas tout le temps déconnantes, pas tout le temps inintéressantes, quoi. Non, mais pardon, mais en gros, quand t'es optimiste, si tu veux, tu viens d'un background de sceptique aussi, si tu veux. C'est-à-dire que c'est pas, en fait, c'est pas deux trucs que tu peux pas, soit si t'es optimiste, tu peux pas pratiquer le pessimisme, tu vois, ou le scepticisme. Tu peux, tu vois. D'ailleurs, moi, je suis sur plein de choses, je suis assez sceptique, tu vois. Mais je pense que c'est pas nécessairement antinomique, et je pense que les gens qui créent, qui découvrent des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire, ils ont aussi une part de scepticisme, sinon en fait ils feraient n'importe quoi. Ils feraient littéralement n'importe quoi. Bien sûr, la seule façon de faire en sorte que les roquettes retombent, c'est d'être bouffé par le doute tous les jours, et donc de travailler tellement dur dessus pour s'assurer justement. En fait, il faut être le pire sceptique quelque part. C'est pour ça que les gens comprennent pas que quand on est entrepreneur, on n'a pas tellement besoin d'entendre les doutes des autres gens. Tu sais, les amis, la famille qui te rajoutent des doutes, parce que eux, évidemment, pour eux, ils te voient prendre un risque et ils t'aiment, et ils veulent pas te voir te vautrer. Mais c'est assez dur en fait, parce qu'en fait, on est déjà nous-mêmes forcément. J'ai une anecdote marrante par rapport à ça. Vas-y. Genre, en gros, en 2014, j'avais un super job à Paris et tout. Ça y est, enfin, je gagnais ma vie, j'achetais un appartement, tu vois, genre, la vie de rêve, quoi, tu vois, pour mes parents, ils étaient là. Il nous a cassé les couilles toute son adolescence, toutes ses études. Il allait n'importe où. On était sûr qu'on allait se le retrouver à charge à 24 ans. Et donc là, j'ai ce job et tout, j'ai tout, ça va bien, ça fait 2 ans, je suis augmenté et tout. Et là, genre à Noël, je débarque et je dis, j'ai démissionné, je crée une boîte, je crée une entreprise, j'ai démissionné et tout, mais je suis assez content de moi, je sens marcher. Et là, en fait, mes parents m'ont fait, ah ouais, trop cool. Et en fait, en vrai, j'ai eu de la chance parce que ma boîte, elle a marché assez vite. Donc, au bout de 2 ans, j'avais dépassé le niveau de vie que j'avais avant. Et là, c'est là que ma mère m'a dit, mais tu sais, quand t'as débarqué à Noël il y a 2 ans, tu nous as dit ça, mais avec ton père, mais on était déconfits. On s'est retenu, on n'a rien dit pour toi parce qu'on t'aime, mais on avait un seum galactique, quoi. Et c'est très vrai. Ils ont été de bons sceptiques du coup, parce qu'ils l'ont gardé pour eux, ça. Ils t'ont pas foutu les bâtons dans les roues. La pudeur de garder leur doute pour eux, et c'est beau. Moi, je trouve ça beau. C'est vrai, mais pareil, avant je faisais de la pub et des effets spéciaux, du motion design à assez bon niveau en France, et ça marche bien pour moi. Et puis à un moment, je me dis, quand j'annonce à des amis ou des gens avec qui je travaillais, je leur fais, je quitte tout pour faire du pixel art, un jeu en pixel art. Littéralement, les gens pensent que je suis barge. Et puis bon, le jeu en pixel art, il finit à Los Angeles à l'E3, et bon, finalement, je fais, peut-être que j'étais pas fou, quoi. Il y a peut-être un truc, mais ouais.
Ouais, c'est assez intéressant, mais tout ça pour dire qu'effectivement, moi-même, j'ai dû être mon pire sceptique. J'ai dû me dire, est-ce que vraiment le pixel art, ça intéresse les gens? Est-ce qu'il faut pas complètement réinventer ce que ce médium peut faire et peut dire et l'amener ailleurs, en fait? Et finalement, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui à la fois, tu as raison, Martin, à la fois un très grand critique et sceptique, mais c'est aussi un acte de foi, je pense, d'entreprendre. Il y a aussi une sorte de foi profonde dans le fait que il y a un coup à jouer, il y a quelque Tu chose à faire. crois. C'est hyper important. C'est pas de faire du wishful thinking, mais en fait, si toi t'y crois pas, les autres gens, enfin personne n'y croira pour toi. Et ça, Ouais. et à part les gens qui te disent, à part quand t'as déjà un certain succès dans ce que tu fais, que dès que tu doutes un peu et que tu daignes le partager aux autres parce que ça te pèse trop, les gens ils disent non mais toi tu réussiras. Y a pas de souci, tu vois. Et ça y a rien de pire parce qu'en fait toi t'es dans un doute galactique. Et les gens ils te disent mais non mais c'est toi, tu vas y arriver. Quand j'ai créé le fonds d'investissement Source Ventures, pendant 2 ans, je me disais mais qu'est-ce que tu fais? Tu fous toute ta thune dans des startups, c'est pas ton métier, t'y connais rien, personne veut te prêter de l'argent pour investir et tout. Et faut y croire et j'y ai cru pendant 2-3 ans, tu vois, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, à force d'y croire et au passage de me former, d'être actif, tu vois, il y a d'autres gens qui ont dit ah mais attends, si ça fait 3 ans qu'il est dessus, 3 ans qu'il y croit, je vois des signes que ça marche, bam, je vais me raccrocher au wagon et je vais faire confiance à ce mec, tu vois. Mais c'est très long, tu vois, c'est très long, ça prend beaucoup de temps et t'as ce côté ouais de croyance quoi, d'avoir foi en toi et à force, si tu restes dans ce mindset, tu finis par trouver les solutions à force de test and learn, d'être critique vis-à-vis de ce que tu fais et ce qui marche et ce qui marche pas, et être capable d'abandonner ce qui est merdique, de prendre ce qui est bon à travers ton parcours entrepreneurial, tu vois. Mais ouais, c'est cette profession de foi, parfois c'est pas facile à vivre. Mais là, on dérive un peu, pardon, du On était thème sur de les, on était l'émission. sur les sceptiques, à quel point le scepticisme ça peut être bien ou mauvais, dans la tech notamment. Toi, tu nous as fait cette belle anecdote, Martin, sur tes parents qui t'ont pas trop fait chier, enfin qui ont gardé pour eux le truc qui aurait pu te faire chier. Ah mais bon, Ils l'ont gardé pour eux. c'était le meilleur moyen de me soutenir, je pense, tu vois. Toi, Tim, les gens t'ont un peu saoulé. Moi, actuellement, je développe un SaaS en building public. Donc, évidemment que j'en ai un paquet de sceptiques qui me laissent des commentaires dithyrambiques en mode non, ça marchera pas parce que ton truc c'est trop cher. Ou machin. Tu sais, qui t'envoient des trucs. Les gars, j'y pense H24 à mon produit. J'ai la tête dans le guidon. Je suis genre fine. Et c'est normal. Moi, je leur soumets mon truc. Je leur ouvre vraiment les coulisses. Donc, je dois complètement admettre que ils vont utiliser cette plateforme pour me dire ce qu'ils veulent. Maintenant, justement, je pense que comme tout entrepreneur qui se respecte, je pense que il faut être fort dans sa tête et il faut être son propre sceptique et laisser un petit peu le scepticisme des autres de côté, en gros. Maintenant, le problème du scepticisme dans la tech, c'est que ça fait énormément de bruit et ça peut entraver, pour de vrai, les créateurs, non, ceux qui veulent avancer. Non ou pas? Est-ce que je me trompe là? En fait, pour moi, ça fait. En fait, regarde autour de toi, Ben. Là, je filme avec mon iPhone qui envoie tous l'image sur mon ordi, qui lui renvoie ça par Starlink. Starlink qui vous redispatche le truc, le tout en temps réel. En fait, la technologie, mec, elle attend pas le scepticisme des gens, tu vois. Elle continue, les investisseurs, moi je fais partie. Nous, on prend nos risques et on avance, tu vois. Et donc, en fait, si tu veux, c'est tellement, t'as tellement d'inertie, tout ça, toute cette économie de l'innovation, qu'en fait, que toi, tu sois sceptique ou pas, en fait, ça change rien. Et en fait, le fait d'être trop sceptique, en fait, pour moi, le problème, c'est pas d'être sceptique. Le problème, c'est de pas rêver, tu vois. Moi, quand j'étais petit, je regardais, bon, déjà, j'avais des problèmes, je regardais la télé, je ne regardais que les pubs, comme un fou. J'adorais ça. Et je regarde, ouais, je zappais, mec, pour trouver des pubs. Et genre, non, mais c'est très grave, tu vois. Mais bon, bref. Et surtout, il y avait un truc que j'adorais. C'était cool, au JT. Hein? Ouais, après, à l'époque, les pubs, elles étaient c'était la pub, là, le 205 GTI, là, en mode James Bond. Très, très grave. Non, j'adorais. Mais il y a un truc qui me fascinait et que j'attendais avec impatience. C'était le JT pour Théma,
des énormes Ariane qui décollent de Kourou, de malades, et au JT, il y avait tout le temps des trucs sur l'espace, tu vois. Ah, Et genre, tu moi, me rassures, tu me rassures, parce que j'étais là. je croyais que t'allais me dire, j'attendais qu'une chose avec impatience, c'était que le Canal+, ça passe en brouillé pour regarder les images du Canal+ en brouillé, en faisant le poirier comme ça, pour capter les choses. J'ai cru que t'allais me balancer. Bah attends, tu nous as dit que t'as donné un nom à ton chat GPT, qu'ensuite tu mates que les pubs. On va en apprendre combien des choses bizarres sur toi. Je sais pas, j'ai très peur. On est qu'au premier podcast. Bref, toujours est-il que oui, à l'époque, effectivement, il y avait beaucoup de fusées qui décollaient et on avait les yeux tournés vers le ciel et vers du coup. Mais le truc, c'est que la science, la tech, tu vois, ça ne fait plus rêver, ça passionne plus les gens, ça fait pas rêver, tu vois. C'est ce qui fait rêver les gens aujourd'hui, c'est pas que ça, tu vois, mais on se retourne vers des trucs un petit peu tout ce qui est et c'est bien aussi, tu vois, c'est beaucoup plus les gens s'intéressent à la spiritualité, en dedans c'est vachement pourri par le New Age et tout, donc ça me saoule un peu. Les gens ils s'intéressent à ce qui est très proche d'eux, si tu veux, et à la société dans laquelle ils vivent, mais ils s'intéressent pas plus trop à la science, tu vois. Alors il y a énormément de chaînes YouTube de vulgarisation scientifique qui font des millions de vues, tu vois, mais je trouve que j'ai ce sentiment-là que la tech, tu vois, les innovations, ça fait pas rêver les gens. Les gens, je leur parle d'une start-up qui catapulte des satellites avec une tu vois, une catapulte qui tourne à plusieurs Mach, tu vois, et qui catapulte un satellite, ben les gens ils vont dire je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est pas ça, tu vois, genre et du coup, c'est vrai que moi amener des gens dans les discussions, dans les dîners, des sujets de science, ben très vite je passe parfois pour un lobbyiste, tu vois, et ça fait un peu bizarre quoi. Et c'est aussi ça, c'est pas que les gens, c'est bien que les gens soient critiques, tu vois, mais s'ils sont passionnés quand même, qu'ils s'y critiquent avec une certaine passion, là ils critiquent pour descendre les trucs, tu vois. Et enfin bon, je me perds un peu. Et c'est vrai qu'il y a une tentative, pas une tentative, il y a une tentation, pardon, un peu comme une réaction allergique, un peu au changement de fou qu'on est en train de se prendre dans la gueule. Il y a un peu une tentation du retour en arrière, tu sais, de vouloir retourner à un mode de vie plus simple, avec moins de bruit, moins de distraction. Et c'est quelque chose que je pense qu'on ressent tous, hein. Enfin, la vie dans la grande ville, d'avoir des milliards d'activités tous les jours, d'avoir des notifications à l'infini sur son phone, c'est quelque chose qui est assez épuisant. Et donc, mais j'ai l'impression qu'on romanticise et l'erreur, à mon avis, qu'on fait, c'est que trop souvent on romanticise le mode de vie un peu à l'ancienne. On romantise, je crois. Non, romantise, pardon, en français, c'est possible. Je sais que t'as l'anglais facile, hein, désormais. Ouais, effectivement. Mais par accident, mais du coup, ouais, donc cette tentation-là, pour moi, c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas forcément bien calibré, parce que retourner en arrière, la nature, elle est cruelle. La nature, elle est sans merci. La nature, c'est la maladie, c'est la soif, c'est la faim, c'est le froid, c'est la mort. Et la nature, il n'y a pas d'harmonie. La nature, ça, c'est un mythe, un leurre total. On en parlera, j'imagine, si on fera un épisode dédié à ça. Mais pour moi, la nature, c'est quelque chose qui est... c'est le conflit permanent. C'est ça, la théorie de l'évolution. C'est pas du tout l'harmonie, c'est l'inverse. Quand on parle d'écosystèmes, ce n'est pas des écosystèmes figés dans le temps qui sont en harmonie. C'est une guerre permanente d'espèces. Quand on traverse une forêt, on a l'impression que c'est la paix. Et fondamentalement, une forêt, c'est la guerre. C'est les plantes. Les plantes, elles s'attaquent les unes les autres, elles se battent pour la lumière, pour les nutriments, pour l'eau, elles s'étranglent les unes avec les autres. C'est terrible en fait. Mais nous, à la fréquence à laquelle on passe, tout ça a l'air complètement calme. Mais si on mettait un timelapse, une caméra sur 20 ans, on verrait bien l'espèce de guerre infernale que les plantes se livrent. Donc tout ça pour dire que cette tentation de la nature et du New Age dont tu parlais, Martin, etc., je pense qu'il faut s'en méfier. C'est un vrai courant qu'on est en train de voir aujourd'hui dans beaucoup de courants politiques, dans une grosse partie de l'environnementalisme. Il y a une sorte de simplification totale, de naïveté, j'ai envie de dire, de ce que le monde pourrait être. On imagine un monde naïf où on serait en harmonie, comme ça, on aurait 3 éoliennes. Solarpunk. Ouais, le fameux solarpunk, j'ai un gros problème avec ce fameux genre, on pourra en reparler. Mais c'est vrai qu'on le voit très bien. C'est un très bon exemple. C'est par exemple la situation du nucléaire en France. Il faut qu'on l'aborde, à mon avis, en 2 secondes là. Mais quand on est né, depuis qu'on est né, il n'y a pas eu un nouveau réacteur qui a été mis en circulation, sauf là cette semaine. On a enfin eu l'EPR là qui vient de démarrer, ça y est. Mais si vous voulez, pendant 40 ans, on n'a pas eu quasiment de nouvelles centrales. Ouais.
Et c'est dingue parce que à l'époque, en 15 ans, on est le premier pays qui était une grande puissance mondiale, qui a complètement décarboné son énergie. Et on a littéralement montré la voie à tout le monde de comment décorréler l'économie et le CO2. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'avoir de la croissance et en même temps de baisser son CO2 complètement. On l'a montré au monde entier. Et après, au lieu de voir ça comme un atout stratégique, on a un peu abandonné le truc, tu vois. Alors qu'à l'époque, quand on a eu le nucléaire, de façon intelligente, on s'est dit, on va faire un TGV basé sur cette électricité. Donc nos trains, ils vont tourner là-dessus, zéro CO2, etc., etc. Et j'ai l'impression que depuis qu'on est né, on se rend pas compte de tout ça. Voilà. À l'époque, la France, c'était quand même le Minitel, c'était le Concorde, c'était le TGV, c'était le nucléaire. Et là, la France, depuis 30 ans, je sais pas trop aller. Quelles sont les grosses inventions qu'on a mis C'était la France Giscard Punk. La France Giscard Punk. Qui a un mème incroyable. Tapez Giscard Punk dans Google, c'est incroyable. Oui, il y a tout un subreddit. Si vous ne connaissez pas, c'est presque un thème, une sorte de collection d'images où la France était ultra optimiste et ultra technologique. Et c'est un esprit qu'on a perdu en France, à mon avis, qui n'existe plus trop là aujourd'hui. Aujourd'hui, comme disait Martin au début, il y a une défiance vis-à-vis de la technologie. On a l'impression que... Mais en partie, je pense qu'il y a une défiance parce qu'elle est plus entre nos mains. Tout simplement, cette technologie, aujourd'hui, elle est entre les mains des Américains ou de l'Asie. Et nous, voilà. Nous, on régule. On régule, on est les champions de la régulation. Ça, là-dessus, on est les premiers. Il n'y a pas de doute. Je voulais... parce qu'à la base, on avait parlé d'optimisme, mais là, on parle que de négatif, de trucs tristes. Alors moi, je vais ramener ça un petit peu vers le côté joli, optimiste, naïf ou je ne sais quoi. Mais il y a un épisode qui m'a tellement fait plaisir. Parce que moi, depuis que je suis gamin, en fait, toutes les innovations technologiques, on en a parlé à l'instant avec Tim, toutes les innovations technologiques, que ce soit le nucléaire, que ce soit je vais en avoir qu'une, et je vais paraître comme un bozo, j'avais une liste immense, mais j'en ai qu'une là actuellement. Bon, le nucléaire, peu importe. Moi, j'avais peut-être les OGM, j'avais les avions, peu importe, plein de trucs. Ouais. Depuis que je suis gamin, moi, j'en entends que du mal. J'entends que le côté démoniaque de la chose. Alors, du coup, pendant toute mon adolescence, je considère ça comme... Je me pose pas trop de questions. Je considère ça comme le devil, le démon. Et voilà. Et c'est qu'après, quand je commence à lire des années plus tard, où je me dis, en fait, ça, peut-être, c'était pas si mal ce truc-là. Peut-être que l'avion, plutôt que d'essayer de l'interdire, il y a moyen de faire des avions à hydrogène ou de faire un truc trop bien. Et une fois qu'on a géré le problème de l'avion, ça devient vraiment un moyen de transport mais extraordinaire, donc c'est cool, on l'annule pas, etc. Enfin, je commence à voir un petit peu la vie un peu différemment, mais le truc qui est le seul truc de ma vie qui est sorti et qui n'avait que de l'engouement et pas de détracteurs ou pas encore de merde associée ou quoi que ce soit, ça a été cet épisode sur Twitter là d'il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus, sur le supraconducteur là, le LL je sais plus quoi. Quelle aventure. Parce que là, d'un coup, pendant une semaine ou deux, c'est l'engouement absolu. On se dit, bordel, l'humanité peut changer. Parce que si ce supraconducteur existe, si ça sort, un supraconducteur, regardez toutes les conséquences que ça a sur notre monde actuel, sur notre civilisation. Ça règle tous les problèmes. Tous. Les avions, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Les il n'y a plus de soucis. L'énergie, c'est plus de soucis. Le machin. Et d'un coup, tu te dis, mais en fait, avec quelques innovations scientifiques, bon, c'est pas le plus simple à trouver, j'entends, mais avec quelques innovations scientifiques de zinzin, on peut littéralement se téléporter dans le futur, être une civilisation autosuffisante avec l'énergie infinie et tout. Enfin, c'est de la folie en fait. Et moi, cet exemple-là et ce petit moment-là m'a un peu réveillé ma conscience curieuse et ma conscience technophile, je dirais. Je me suis dit, mais en fait, c'est passionnant, la technologie. Il y a moyen vraiment de nous amener loin, très très loin. Donc maintenant, je vais essayer un petit peu de me pencher sur les trucs. Qu'est-ce que la technologie pourrait nous amener et essayer de m'accrocher à ces idées-là. Voilà. Alors, je pense qu'on a eu tous les trois le même réveil, à mon avis, parce qu'on a grandi effectivement dans un monde assez technophobe à la base. On nous disait effectivement le nucléaire c'est mal, les OGM c'est mal, etc., sans jamais voir les bons exemples. Parce que les OGM, pour nous, on a grandi avec Monsanto et on se disait forcément les OGM c'est un moyen de contrôle, etc. Mais on nous a jamais éduqués en nous disant les OGM ça peut être aussi rajouter de la vitamine A dans le riz et d'un coup faire le riz doré. Au passage, tous les fruits et légumes qu'on mange, c'est tous des fucking OGM. Alors, une banane à l'état de base, c'est imbouffable. C'est littéralement imbouffable. Mini parenthèse, moi j'ai pas les OGM. Je me suis jamais documenté sur les OGM, j'en sais rien si c'est bien ou si c'est démoniaque. Au final, je ne sais foutre rien, pour être tout à fait honnête. Mais juste, je l'ai cité comme un des exemples qui revenait très souvent dans ma jeunesse en fait.
Voilà. C'est pour ça que je voulais t'en parler. Que l'OGM, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le riz doré, qui est un riz dans lequel on a ajouté un gène de carotte qui rajoute du bêta-carotène dans le riz. Ce riz a de la vitamine A. Et grâce à ça, c'est un moyen. Ah oui, et il n'y a pas de brevet là-dessus, d'accord? C'est fait par un consortium international. Il n'y a pas de. Il y a aucune limitation, il n'y a pas d'entreprise privée qui détient un monopole ou quoi que ce soit. Donc c'est complètement libre, d'accord? C'est un riz du coup qui, à cause du gène de carotène, est doré, il n'est pas blanc. Et comme il contient la vitamine A, ça peut littéralement régler demain le problème des enfants qui sont aveugles dans le monde tous les ans. Tous les ans, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais ça se compte en millions de gamins qui deviennent aveugles par an parce qu'ils ont une déficience en vitamine A. On peut le régler ce problème comme ça avec les OGM. Mais malheureusement, la technologie est tellement teintée dans l'esprit collectif, elle est tellement négative que du coup, les OGM, on n'ose pas y toucher. Et que du coup, même ce riz-là, ça fait 15 ans qu'il est dispo. Et qu'il est toujours pas mis en circulation dans le système. Et donc, il y a littéralement des millions d'enfants aujourd'hui qui sont aveugles. Ça aurait pu être évité si on était un petit peu moins sceptique et si on était un peu plus technophile, un peu plus optimiste. Et pourquoi il n'a pas encore été mis sur l'intérêt et l'importance de ce podcast, hein, c'est apporter une voix qui nous aide à comprendre que la technologie va nous aider, nous émancipe, c'est extrêmement important. Voilà. Pour moi, la technologie, c'est du progrès social. La technologie libère l'humain de la maladie, du labeur, de la douleur, etc., etc. Moi, je continue toujours, enfin, je trouve ça trop bien l'exemple du riz doré et tout, mais malgré tout, je reste un petit peu optimiste dans le fond en me disant, bon, s'il n'est pas sur le commerce, c'est qu'il y a peut-être une couille. Parce que si c'est un truc aussi bien qui peut régler autant de problèmes sur l'humanité, et qu'il n'est pas encore commercialisé ou distribué, c'est qu'il doit y avoir quand même une micro-couille dont on n'est pas nécessairement au courant. Je me dis ça dans le fond de moi-même, et peut-être que ça c'est mon côté trop optimiste. Ça se trouve, c'est juste des galères politiques, personne ne veut prendre la sauce de sortir un truc estampillé OGM, et c'est peut-être que ça l'idée. J'en sais rien à ce niveau-là. Bah écoute, il suffit de voir l'exemple du nucléaire dans ce cas, dans le même genre. L'énergie nucléaire, c'est une énergie donc décarbonée. Pourtant, le nucléaire a une très mauvaise réputation. Là, c'est en train de changer, heureusement, depuis 2-3 ans, j'ai envie de dire. Mais voilà, Macron, par exemple, a fermé Fessenheim. Alors là, maintenant, il se réjouit de l'ouverture de dernier EPR. Mais à la base, il a fermé Fessenheim il y a quelques années parce qu'il était dans le logiciel aussi. Comme nous, quand on a grandi, on se disait, le nucléaire, non, c'est des bidons jaunes avec du truc vert fluo qui coule. C'est dégueulasse, c'est dangereux. Mais pourquoi? Parce qu'aussi, quand il y a eu un accident, c'est extrêmement spectaculaire. Et là, on arrive à l'heuristique de la peur que mentionnait Martin. L'humain, on a plus peur de l'accident spectaculaire, de l'avion qui se crache ou de l'explosion nucléaire, que des 3000 personnes qui se crachent en bagnole tous les ans. Voilà, ça, on l'accepte. Pareil, 3000 personnes âgées qui meurent sous la canicule par an, on l'accepte. Voilà. Mais Fukushima, juste comme ça, hein, mais c'est combien de morts de radiation, Fukushima? 0. 20 000 morts du flood, de l'inondation, du tsunami, de l'inondation, pardon. Et un seul, 0 mort. Un seul de radiation, je crois. Un seul de oui, radiation. mais non, c'est un pompier. Si je me trompe pas, c'est un pompier qui est mort et qui littéralement sautait au milieu du truc, quoi. Donc, enfin, c'est pas un. Voilà, mais les conséquences de Fukushima, on vit aujourd'hui dedans. Je veux dire, c'est tout le programme allemand de fin du nucléaire et du coup leur dépendance au gaz russe, etc., etc. Tout ça découle de cette peur qu'on a eue en voyant la centrale sauter. Et donc, je trouve qu'on se laisse trop impressionner malheureusement par les événements spectaculaires et on regarde pas vraiment quelles sont les vraies causes de ce qui nous tue dans le monde. Et les journalistes, par exemple, c'est hyper intéressant. Il y a un graphe aussi qui compare quelles sont les vraies causes de mort des humains dans le monde versus ce que les journalistes nous rapportent. Et les journalistes, principalement, les causes qu'ils nous rapportent, c'est le terrorisme, c'est des choses comme ça, mais ça ne nous parle pas finalement des accidents cardiovasculaires, du cancer ou des choses en fait beaucoup plus simples, de la cigarette, de choses comme ça. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'on est simplement mal calibré. On n'a pas la bonne échelle. Dans la plupart des gens n'ont pas la bonne priorité des choses, se rendent pas compte de ce qui est vraiment dangereux de tout de suite régler. Là aujourd'hui, si on voulait tout de suite sauver un max de gens, il faudrait probablement des voitures qui se conduisent toutes seules. Et ça réglerait le problème des accidents à terme. Ou avoir des airbags bien plus avancés et de meilleure qualité. Donc pour moi, l'heuristique de la peur est justement... c'est aussi cette... Il y a une métaphore, vous savez, c'est celle de la grenouille qui bout et qui se rend pas compte. C'est-à-dire que des fois, il y a des dangers, on est dans l'eau, et vu que c'est ambiant... Parce qu'elle bout lentement, non? C'est tellement lent que ouais.
Donc du moment qu'il y a quelques crashs de voitures tous les jours, bon, c'est la routine, quoi. C'est la normalité. Alors qu'un accident nucléaire, ça, c'est vraiment impressionnant et c'est un point spécial dans le temps qui nous marque, du coup. Et voilà, donc c'est important de vraiment d'être capable, effectivement, d'être plus optimiste et de se rendre compte que non, cette technologie-là, dans l'ensemble, nous émancipe, comme je disais, de la douleur, de la maladie, du labeur, du doute, d'un tas de choses. Le fait qu'on Alors, puisse prédire la météo ou un séisme ou un tsunami quelques heures avant que ça arrive, c'est quand même hallucinant. alors, il nous reste 5 minutes sur ce sujet-là. Du coup, je vais vous poser la question qui me brûle les lèvres depuis le début. Comment vous pensez qu'on pourrait avoir une société plus optimiste par rapport à tout ça, par rapport à la tech et tout? Vous pensez qu'il faudrait une chaîne de télé qui diffuse en permanence sur quelles innovations on est en train de plancher, qu'est-ce que telle et telle avancée de civilisation, enfin telle avancée technologique pourrait nous permettre, etc. Est-ce qu'il faudrait réussir à communiquer tous ces rêves aux gens, et de quelle manière? Comment vous voyez ça? Tim, toi, par le biais de ton jeu vidéo, peut-être, du coup? Oui, bah, en fait, il faut que collectivement, on crée beaucoup d'armes rhétoriques, en fait, qui nous permettent de combattre le pessimisme et le déclinisme et l'anxiété ambiante. Et donc, ce podcast est une arme rhétorique, le jeu que je fais est une arme rhétorique. Martin, en investissant, c'est aussi un moyen de combattre. Donc, tout ça, c'est une gigantesque bataille qui est en train de se jouer, en fait, entre est-ce qu'on ralentit, est-ce qu'on freine, est-ce qu'on rajoute de la friction, ou est-ce que on se dit, il faut fluidifier un petit peu les choses, parce qu'en fait, quasiment tout le confort moderne dont on bénéficie, le fait que là, aujourd'hui, on n'est pas trop chaud, trop froid, effectivement, qu'on ait de la lumière, qu'on puisse se parler à travers l'espace, c'est grâce à la tech. D'ailleurs, probablement, je sais pas vous, mais probablement aujourd'hui, nous trois serions morts. À 36 ans, c'était la moyenne d'âge à l'époque d'un homme moyen. On serait mort parce qu'on avait une mauvaise carie, une pneumonie, quelque chose comme ça. Tout a été résolu, donc il faut bien se rendre compte que aujourd'hui, malheureusement, on attaque quelque chose qui pourtant Devrait être une évidence. c'est ça, c'est une évidence totale. Donc, il faut combattre là ce discours ambiant. Vraiment, c'est important. Martin, toi, tu comptes le combattre comment, ce scepticisme ambiant? Comment tu comptes ton Enfin, optimisme? non, mais moi, je compte pas le combattre. Je n'ai pas la prétention de combattre quelque chose. En fait, moi, je vis ma vie en contribuant professionnellement et aussi de manière plus privée à, euh, à contribuer à ce à quoi je crois, tu vois. Donc, quand j'investis, bah, ouais, quand j'ai décidé que j'avais envie de faire de la finance pour plein de raisons, c'est-à-dire que aussi pour la comprendre, mais aussi parce que j'avais envie tu vois, de rendre à l'écosystème qui a fait ce que je suis aujourd'hui, ce qui a fait ma vie, quoi, tu vois, genre avoir pu travailler dans la tech et créer ma boîte pour avoir suffisamment d'argent pour me dire ben qu'est-ce que j'en fais, ben en fait je vais le remettre dans ce système-là, tu vois, c'est déjà en fait je suis déjà en train de contribuer. Et ce qui me manquait un peu aussi, mais là c'est un peu égoïste, tu vois, c'est ce podcast je le fais aussi pour moi, tu vois, parce que je me dis que c'est pas suffisant juste de faire ce que je fais d'un point de vue professionnel, qui est quelque chose de très opaque, tu vois, et que j'ai envie aussi d'avoir une action un peu plus publique, un peu plus mainstream, comme on dit, et voilà. Mais après, enfin, c'est pas un combat, tu vois. Et puis, je dis un truc aussi, c'est que je pense il y a des forces en jeu qu'on aura du mal de toute façon à bouger. Et tu vois, moi, je vais pas mal en Asie et, euh, et, et en fait, eux, ils nous voient pas comme nous, on nous voit, tu vois. Eux sont vachement plus optimistes, mais parce ils ont des pays en forte croissance, ils ont une situation différente qui te, qui est un peu la même que nous, on avait dans les années. Il y avait d'acteurs que de pro tech, nucléaire, ce que tu veux. Tu vois, c'est juste que là, le sens un peu de l'histoire dans nos sociétés de l'Ouest, elle crée ça aussi, tu vois. Et ça, c'est une force qui est très difficile à, tu vois, sur laquelle on aura beaucoup de mal à influer, tu vois. Mhm. Donc après, voilà, moi, je suis pas dans un combat. Je suis plutôt j'ai envie d'évoluer et de discuter et de travailler dans un environnement pro-technologie
qui me fait vivre et que j'apprécie, qui assouvit ma curiosité. J'ai plus envie de partager ça, tu vois, que vraiment d'être dans une démarche de combat. Et Non, d'ailleurs, tu vois, moi, ouais, si, vas-y. si tu me permets, quand je parle de combat, je pense que mine de rien, tu fais un vote via tes choix de vie et via le fait d'entreprendre. C'est-à-dire que tu n'as pas choisi la voie politique, par exemple, pour résoudre les problèmes. Tu as choisi de résoudre les problèmes en entreprenant et en investissant. Et pour moi, rien que ça, c'est déjà un choix et ça montre une certaine mentalité, tu vois. Ouais, totalement, mais c'est ça. Mais je me couche pas la nuit à combat quelque chose, tu vois, je m'invente pas une vocation. J'ai juste, enfin moi, je me passionne de plein de choses et je trouve étonnant que d'autres ça les passionne pas. Et souvent, ça les passionne pas pour des raisons qui sont pas super rationnelles, tu vois. Et donc c'est aussi ça que j'ai envie de partager avec ce podcast et et les discussions qu'on a avec vous et surtout avec en faisant venir des intervenants qui seront bien plus calés que nous sur des sujets qu'on a déjà pu aborder là, parce que on a déjà fait le premier podcast, on a déjà ouvert 25 portes, quoi. Donc C'est le projet voilà. de ce premier épisode, c'est justement de montrer Ah bon, ça tombe bien alors. tous les potentiels sujets qu'on va pouvoir explorer et creuser par la suite. Moi, je suis content de faire ce podcast aussi et content d'amener un peu cette vision optimiste de la chose parce que je pense vraiment que dans toute mon adolescence et dans tout mon parcours estudiantin, je sais pas si ça se dit, mais je vais l'utiliser, jamais j'ai considéré l'idée de devenir scientifique parce que je n'avais pas du tout la moindre idée de ce qu'on pouvait chercher, ce à quoi on pouvait œuvrer et alors j'avais une vague idée à l'époque, je voulais peut-être éventuellement être ingénieur en écologie parce que c'était le seul truc qui me parlait, l'écologie, c'était le seul truc noble, on va dire. Tout le reste, tous les changements, toute la science globalement, ben je me suis jamais penché dessus parce que on me l'a pas montré. On me l'a pas montré. J'ai pas eu il y avait peut-être pas les médias qu'il fallait, il y avait peut-être pas je sais pas. En tout cas, voilà, moi, ça a été absent de ma vie et je l'ai découvert vraiment sur le tard et je regrette un petit peu. Donc, je dis pas qu'on va toucher tous les gamins de France et qu'on va leur transmettre une vocation de zinzin, etc. Mais je pense que, voilà, créer le plus possible de discussions comme ça, ben, ça peut peut-être aider, favoriser à se pencher sur ce genre de choses. Ah, exactement. Chaud. Très bien. Donc on a un peu parlé d'optimisme. Hein, non, on a plus parlé de négativisme que d'optimisme, mais c'est pas grave. Maintenant, je vous propose qu'on passe un peu à la dernière rubrique. Alors, qui peut avoir deux noms. Soit c'est les recommandations. Là, on a parlé beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des ouvrages phares, genre. Bon, on peut citer des ouvrages qu'on peut recommander aux gens, ou alors j'ai l'autre nom de cette rubrique, c'était il y a quoi dans vos derniers signés Twitter? Parce que moi sur Twitter, je mets tous les trucs que je trouve intéressants, je me dis à lire plus tard ou à diguer ou des trucs comme ça, je le fous en signé. Et parfois, quand je dois me renseigner sur la vie, je squatte mes signés Twitter. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je peux mentionner quelques bouquins si vous voulez, puis on peut regarder après. On peut regarder les Moi, signes. j'ai pas de signé Twitter. Ah bon? T'as pas de signé Twitter? Non, je fais pas ça. Bon, bah écoute, tu joues pas. J'ai des trucs dans mon Notion par contre. Non, mais j'ai des trucs bookmarkés. Ouais, un ou deux bouquins peut-être qui vont dans le sens un petit peu de tout ce qu'on a dit. Je pense qu'il y a ce bouquin, la vie en chiffres, ou je sais plus comment elle s'appelle, là, ou les bref, bon, je vais te laisser les citer parce que c'est catastrophique ce que j'avais balancé. Non, mais c'est un gars qui dit, c'est un docteur anglais là qui dit, on se laisse. On lit pas la data comme il faut, on lit pas les chiffres. Et donc moi je vais vous donner les vrais chiffres. Et t'as plein de chiffres, t'as une sorte de quiz sur l'éducation dans le monde, les morts de faim, les ci, les ça, etc. Et à chaque fois c'est beaucoup moins dark qu'on ne le pense. Voilà, c'est ce. Tu mentionnes Steven Pinker? C'est de ça dont tu parles? C'est pas. le scientifique dans le monde extrêmement connu pour ça. Je ne sais pas. Il y a Richard Dawkins aussi, mais je pense que Pinker, c'est quelqu'un qui effectivement essaie d'apporter une vision un peu plus douce du monde. Et il a créé un bouquin notamment qui s'appelle son dernier bouquin. Alors le nom français, je saurais pas dire, mais c'était Les Anges. Notre nature, les anges, quelque chose. Ah là là. Mais il suffit de chercher Pinker et ange et vous allez trouver en 2 secondes. Et effectivement, c'est un bouquin qui nous aide à recontextualiser le monde et à se rendre compte de la progression de l'humanité et où on en est aujourd'hui. Et en fait, ça nous aide à être un peu plus
serein, je dirais déjà, et puis un peu plus reconnaissant d'en être là. Parce qu'on vit quand même à un point de l'humanité qui est d'une hyper intéressant, mais de deux, un point qui est quand même hyper confortable aussi. Oui, on a aussi des challenges que aucun de nos ancêtres n'a jamais eu, mais pour moi, je préfère être maintenant qu'il y a 300 ans, ou il y a 1000 ans, ou il y a 5000 ans. Largement. Largement. Je sens que ça va être à mon tour là. Martin. Ouais. Moi, je n'ai pas grand-chose là dans mes signés Twitter. Et puis, bon, Twitter, c'est cool, c'est de l'actu. Je sais pas si j'ai grand-chose à partager là-dessus. Après, des bouquins, j'en ai quelques-uns à recommander. Mais je pense que je vais les garder pour plus tard parce que j'ai pas envie de balancer un bouquin sans Bien sûr. expliquer Mais un qui aurait été adapté au pourquoi thème c'est là. intéressant et tout. Hein? Un qui aurait été adapté au thème de ce podcast. Moi, si j'ai voulu parler de bouquins, c'est parce que vraiment Ah, plusieurs de discussions t'as, avaient l'air de suivre un je de sais ces pas, bouquins. Life 3.0 par exemple, tu vois. Ouais, de Max Tegmark. Ouais. Ah ben ça je connais pas Ouais. du coup. Life 3.0. Bah, Life 3.0. Et ça parle de Life quoi? 3.0. Ça Tu- parle d'anticipation et AI, assez En- intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, je peux Ouais, reprendre. Il prend Oui. il fait une description de la vie 1.0, 2.0, 3.0. La vie 1.0, c'est la vie qui ne peut updater ni son software ni son hardware. C'est-à-dire que tu nais et tu es tel quel, comme un insecte par exemple, qui n'apprend pas de nouveaux comportements durant sa vie. Après, ou une bactérie plutôt, quelque chose de beaucoup plus simple. La vie 2.0, c'est la vie qui peut updater son software. Donc un mammifère. Donc 2.0, c'est à partir du moment où on peut apprendre. Toi, vous et moi, on n'est pas né avec le français préinstallé dans notre cerveau, il a fallu l'apprendre. On n'est pas né avec l'anglais non plus, ni les mathématiques, ni quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est des mèmes qu'il a fallu se ploder dans la tête, ça à l'école. Et la Life 3.0, c'est quand on peut commencer à modifier son software et son hardware de son vivant. Donc le hardware, pas via l'évolution, mais de son vivant. Et là, on rejoint un peu le truc cyberpunk, c'est-à-dire que c'est un moment où on peut commencer à se modifier. Mais on le fait déjà, on est déjà des êtres modifiés. Le moment où, je veux dire, quand on a des smartphones comme ça, où on se modifie énormément, mais même les prothèses auditives, enfin tout ce qui nous aide à combler les défaillances, c'est déjà finalement de l'augmentation humaine. Et ça va aller en grandissant, puisqu'on va pouvoir bientôt changer ses organes, etc. etc. Donc à partir de là, on arrive à des questions philosophiques et morales assez étranges, et à mon avis, à laquelle on n'a pas du tout commencé à réfléchir. Et ça, c'est dans Life 3.0, du coup, cette phase 3, elle est un peu décrite. Du 1, coup. 2, 3, Ok. c'est ce dont il parle. Ouais. Ok, intéressant. Cool. Life 3.0, bah vas-y, je cherche un C'est bouquin. sympa, c'est aussi un peu romantisé. Enfin, Romancé. c'est pas genre un technique turbo boring. Alors, il y a des trucs un peu qu'il faut se coller quand même, mais c'est assez bien illustré et tout. Enfin, moi, je recommande. Ouais. Mais c'est Tim, l'expert en lecture, il l'a dit lors de notre. Donc, il est un peu. Non, mais c'est que Life 3.0, c'est un bouquin que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est assez intéressant pour vous dire. C'est pour moi. Un truc intéressant. C'est pas vrai. Max Tegmark, justement, il commence le bouquin en imaginant un scénario avec l'arrivée de l'IA. Donc, on parle d'avant ChatGPT et avant tout ça. Et vous voyez, c'est assez intéressant. Son scénario est un scénario hyper pessimiste, puisque selon lui, une entreprise trouverait l'IA avant tout le monde, la garderait privée que pour elle, envahirait le monde de fake news et de contenus et de films et de séries, etc., sans que personne ne s'en aperçoive, via des entreprises cachées qui sous-traitent les unes les autres et qui font semblant d'embaucher des humains, etc., etc., alors que tout est fait par des IA derrière. Et au fur et à mesure, ils manipuleraient le monde entièrement de façon secrète comme ça. Et ça, c'était le début du bouquin, littéralement. Finalement, ce qui se passe, c'est que l'IA, aujourd'hui, elle est gratuite, ou alors elle coûte 20 balles par mois, et littéralement, que tu sois Elon Musk ou que tu sois nous, tout le monde, on a accès à la même chose. Donc, comme d'habitude, on a tendance à tout de suite voir le pire, et finalement, la réalité est plutôt douce. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore un an, je me souvenais, j'écoutais des podcasts sur l'IA et ça disait, ouais, là, avec la distance qu'ils prennent, les OpenAI, là, en formant des trucs comme ça, bah, le monde libre pourra jamais rattraper le truc et tout. Au final, il y a un autre qui arrive un an après, Facebook qui open source le truc et tout, et c'est tellement le délire. Et donc, oui, effectivement, c'est marrant de voir à quel point
ouais, finalement, les bonnes choses gagnent parfois. Bien sûr. Bien sûr. Peut-être pas toujours, mais parfois et souvent. Bah, souvent. Est-ce que ce serait pas une bonne conclusion de podcast, ça? Les bonnes choses gagnent souvent. Moi, ça me paraît bien. Bah oui. Bon, Ça me eh plaît bien. bien, les amis, j'ai adoré cette discussion. J'imagine qu'on va en avoir plein d'autres. On en fait un la semaine prochaine. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.